Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde dont l'intitulé est « La nature, une nouvelle personne morale ?» point d'interrogation. Alors bien sûr, nous allons aborder des questions de droit. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas rester trop pointus d'un point de vue juridique. De toute façon, moi, mes compétences de vétérinaire à un moment vont me limiter dans les questions juridiques, donc on essaiera d'être le plus grand public possible, mais en essayant d'être pointu tout de même. Avant de présenter nos invités, nos intervenants aujourd'hui, il y a peut-être une personne qui aurait pu être aussi autour de nous aujourd'hui, qui nous a quittés l'an dernier. C'est Michel Serres, philosophe et historien. Et Michel Serres a publié en 1990 un livre, Le contrat naturel, qui était un plaidoyer pour doter la nature de droits. 1990, c'était il y a 30 ans maintenant. Il avait essuyé une petite levée de bouclier quand même, tant à cette époque. Paraît pas si loin que ça. Finalement, défendre la nature, lui donner des droits n'est pas la préoccupation majeure. 2018, il a réédité ce livre, le sujet étant plus que jamais d'actualité. Je rappelle en 2 mots ce qu'il pouvait y avoir dans ce livre. Michel Serres rappelait que dans l'Antiquité, le sujet de droit, c'était le mâle adulte et libre de plus de 40 ans. Au fur et à mesure des siècles, nous sommes arrivés en 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et tous les hommes sont devenus des sujets de droit, quel que soit leur âge, leur origine, leur couleur, leur langue, leur sexe. Mais pour Michel Serres, c'était oublier le monde. Et quand il parle du monde, il ne parle pas de l'environnement. Parce que l'environnement, c'est encore une vision anthropocentrée, où on estime que tout tourne autour, tout nous environne, tout tourne autour de l'être humain. Non, pour lui, c'était le monde en général dans lequel l'être humain vit en symbiose. Alors, dans son contrat naturel, eh bien, il reconnaissait que tous les êtres vivants étaient de sujets de droit. Donc, ça va être finalement la pensée de notre table ronde aujourd'hui, à laquelle on aurait aimé qu'il puisse participer. La nature, une nouvelle personne morale, point d'interrogation, pour nous accompagner. Alors, nous avons, on commence à ma droite, Yann Aguila, vous êtes avocat en droit public, président de la commission environnement du Club des juristes, qui est à l'origine de la notion de préjudice écologique inscrit au Code civil en 2012, et dont la dernière proposition dans ce Club des juristes, c'est le Pacte mondial pour l'environnement, qui est en discussion aujourd'hui à l'ONU. Marine Calmet, vous êtes juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones, présidente de Wild Legals et juriste pour Nature Rights. Vous travaillez aussi sur la reconnaissance du crime d'écocide. Cyril Dion, vous êtes auteur, réalisateur, militant écologiste, réalisateur de Demain, bien sûr, auteur du petit manuel de résistance contemporaine, et vous êtes garant de la Convention citoyenne pour le climat. On en parle tout à l'heure. Roland Jourdain, vous êtes navigateur de course au large, bien connu du grand public. Vous avez un palmarès exceptionnel, un double vainqueur de la Route du Rhum, fondateur de Kéros et du fonds de dotation Explore. On en parlera aussi ensemble. Delphine Batho, vous avez été ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dans le gouvernement Ayrault. Vous êtes aujourd'hui députée de la 2e circonscription des Deux-Sèvres, présidente de Génération Écologie et auteur du livre Écologie intégrale, le manifeste. Et enfin, Younous Omarjee, vous êtes député européen de la France Insoumise, président de la Commission du développement régional et juriste de formation. Alors, ma première question s'adresse justement à vous, autour de la table qui avez une formation de juriste. Qu'est-ce qu'une personne morale? Qui veut rentrer dans le vif du sujet tout de suite? Yann? Alors, pour parler, devant vous, vous avez des petits boîtiers, un bouton rouge, et quand vous parlez, vous appuyez sur le bouton rouge. Voilà. En 2 mots, pour commencer avec une petite définition juridique, on peut dire qu'une personne morale, c'est un groupement, et dans la conception traditionnelle, c'est un groupement de personnes humaines, c'est tout le problème, qui a la personnalité juridique, ce qui a 2 conséquences, c'est que d'une part, cette personne morale a des droits et des obligations. Y penser si on se demande si la nature est une personne morale, des droits et des obligations. Et deuxièmement, elle a un patrimoine, cette personne morale. Et du coup, la conséquence, c'est que cette personne morale, elle peut être représentée en justice
mais aussi pour tous les actes de la vie civile et puis parfois aussi dans les décisions politiques. Et question voisine, la notion de sujet de droit est pratiquement un synonyme. Personne morale, sujet de droit, sauf que dans la notion de sujet de droit, on ne voit pas apparaître le mot obligation, mais c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, quelle est la situation en France ? Comment la nature, elle n'est pas considérée comme une personnalité juridique. Quelle est la situation ? Concrètement, on part d'où en fait ? Avant d'avoir une solution aujourd'hui, est-ce que c'est une personne morale ? On part d'où ? Juste en un mot, alors, mais après j'arrête. Mais juste en un mot, pour le moment, la nature n'est absolument pas une personne morale. La nature peut être considérée comme un intérêt. Il y a la notion d'intérêt, notion de personne morale, ça peut être un intérêt représenté par d'autres personnes morales comme les associations, mais elle n'est pas elle-même une personne morale. Et l'état du droit, qui date du droit romain, c'est une distinction cardinale entre deux concepts, le concept de personne et le concept de chose. Et il y a une dichotomie totale. Peu à peu, l'évolution de nos valeurs met un coin dans cette dichotomie. Mais au stade traditionnel des conceptions qu'on a en droit, la nature n'est pas une personne morale, c'est une chose, et tous les animaux sont des choses, ce sont des biens meubles. Dotés de sensibilité maintenant, dotés de sensibilité. Et alors, depuis la loi de 2015, on a cette notion un peu intermédiaire d'être sensible qui, du coup, bénéficie d'un certain nombre de protections. Et on voit que peu à peu, effectivement, cette distinction traditionnelle est remise en cause. Alors, par la loi de 2015 en France, par d'autres évolutions qu'il faudra évoquer aussi de textes ou de jurisprudence dans d'autres pays du monde. Si l'on reprend, par exemple, aussi la place de la nature, justement, dans notre Constitution, Nicolas Hulot avait proposé d'inscrire à l'article 1 de la Constitution l'environnement, au même titre que la laïcité et l'égalité. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, on a quand même ce qu'on appelle la charte de l'environnement, qui rentre dans notre bloc de constitutionnalité depuis 2005. Qu'est-ce que ça donne comme droit, même cette charte de l'environnement à la nature ? Comment ça la protège, Marine ? Alors, aujourd'hui, effectivement, on a ce texte qui est un texte fondateur. Le problème, c'est que ce texte y reconnaît aussi des obligations des humains vis-à-vis de la nature, et notamment l'obligation pour les humains de la protéger. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'il y a des intérêts dissidents. C'est-à-dire qu'à la fois, on a l'intérêt d'entreprendre, le droit d'entreprendre, d'avoir une activité, et malheureusement, la charte n'est pas encore assez puissante pour s'opposer aux droits des industriels, notamment aux droits de la propriété privée, pour pouvoir faire finalement un équilibre entre l'obligation de protéger la nature et les intérêts privés, finalement. Et est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Est-ce que ça changerait quelque chose que la nature soit justement intégrée dans l'article 1 de la Constitution, comme l'a souhaité Nicolas Hulot ? Est-ce que ça aurait eu plus de valeur que la charte de l'environnement ? Oui, bien sûr, ça aurait énormément de valeur de l'intégrer dans l'article 1er, puisqu'il faut que ça devienne une référence, en fait. Ça doit devenir quelque chose de transversal à nos politiques, d'intégrer systématiquement la relation avec la nature dans toutes nos prises de décision, quelles que soient les politiques qui sont proposées. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il y a des députés qui l'ont proposé il n'y a pas si longtemps, d'avoir une clause climat pour justement pouvoir mesurer au regard de l'intérêt climatique toutes les grandes politiques publiques toutes les grandes décisions qui sont prises au niveau politique. Et ça doit s'appliquer non seulement aux lois, mais aussi aux règlements et à tous les plans qui sont mis en place au niveau de notre territoire, en fin de compte. Et donc c'est là l'intérêt d'introduire l'écologie, la nature, dans l'article 1er, qui devient du coup une référence pour nous. Delphine ? Oui, en fait, la charte de l'environnement, qui a été une avancée extrêmement importante de l'inscrire au sommet de la hiérarchie des normes, elle s'applique. Et c'est un combat qu'elle s'applique dans sa totalité. Mais elle a déjà eu des conséquences positives en droit. Par exemple, quand les compagnies pétrolières ont attaqué la loi française interdisant la fracturation hydraulique et le gaz de schiste, la charte de l'environnement a permis de dire non, la France était fondée à interdire la fracturation hydraulique et le gaz de schiste. Donc on a un début de jurisprudence sur la base
de la Charte de l'environnement. Et alors, selon les articles, par exemple, il y a un article où il y a beaucoup de jurisprudence, c'est le droit de tous les citoyens à l'information sur les décisions ayant un impact sur l'environnement. Il y a d'autres articles où il y a moins de jurisprudence, par exemple, et ce n'est pas anodin, le principe de précaution, mais une décision récente d'un tribunal administratif, celui qui interdit un nouveau néonicotinoïde, le sulfoxaflor, ou celui du tribunal administratif de Lyon qui a interdit un des produits à base de glyphosate, est basé sur le fait que les autorités auraient dû appliquer le principe de précaution et qu'elles ne l'ont pas fait. Voilà, donc c'est un combat. Qu'est-ce qui manque en fait dans la Constitution ? Il manque à mes yeux 3 choses, mais c'est un débat un petit peu connexe, mais pas tout à fait le même que celui de la reconnaissance du fait que la nature est un sujet de droit et non pas un objet. Il manque le fait de dire que la France est une république écologique. Il manque la reconnaissance des limites planétaires parce qu'on sait que c'est la notion fondamentale qui change notre vision du monde. On n'est pas dans un monde infini où il n'y a pas de limites. On est, pour reprendre ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, on est sur cette petite planète qui est ronde et qui est limitée. Donc la reconnaissance des limites planétaires et le principe de non-régression qui a été inscrit récemment dans le Code de l'environnement, mais de façon, on peut dire, pas encore affirmée avec suffisamment de force, c'est-à-dire d'interdire tout retour en arrière sur la protection de l'environnement. Donc voilà pour ce qui est du débat purement révision constitutionnelle. Donc ce n'est pas un débat qui changerait tout, mais ce n'est pas un débat sans conséquences non plus. Voilà, parce que ça changerait des choses, ça aurait des conséquences. Quand, je sais pas, par exemple, la loi, vous savez, pour sortir de l'exploitation des hydrocarbures, il y avait toute une série d'amendements qu'on a été plusieurs à déposer pour, par exemple, dire qu'on arrête tout de suite d'autoriser la prolongation d'un certain nombre de permis. Et donc, à chaque fois, on est dans un débat d'interprétation entre le droit de propriété dans la Déclaration des droits de l'homme et des motifs légitimes d'intérêt général qui justifient qu'on puisse y porter atteinte. Et donc le fait de renforcer et d'inscrire à l'article 1er de la Constitution un certain nombre de concepts fondamentaux aiderait à pouvoir agir sans être menacé à chaque fois d'une question prioritaire de constitutionnalité pour faire barrage à des mesures écologiques. Younous, vous, ça fait longtemps que justement vous vous battez pour essayer de faire reconnaître des droits à la nature. Ça remonte à quand, votre combat ? D'abord, c'est un plaisir d'être parmi vous. Oui, cela fait très longtemps, avant même que ces sujets ne deviennent assez partagés en réalité. Et je vois le chemin parcouru, non pas sur la reconnaissance de la sensibilité animale, mais sur la sensibilité de l'homme, finalement, à la souffrance animale. Et on a beaucoup progressé sur ce plan. Mais je m'interrogeais sur la question posée, et enfin je le dis souvent, mais je le dis encore cet après-midi, cela me fait penser à la controverse de Valladolid, lorsqu'on se posait la question, est-ce que les Indiens ont une âme ? Et cette controverse nous semble totalement surréaliste aujourd'hui. Et je crois que, s'agissant des animaux, nous sommes dans la même situation. La deuxième remarque, c'est que nous nous posons ces questions parce qu'effectivement, nous sommes dans un effondrement de la biodiversité et qu'il y a un certain nombre de remises en cause aujourd'hui très positives, mais il y a une spécialiste des peuples autochtones et la relation avec la nature était totalement différente chez les peuples premiers. Et avec la modernité, avec une certaine forme d'occidentalisation des esprits, on a été en rupture avec cela et le monde animal a beaucoup perdu. La troisième remarque, c'est les animaux sont-ils des personnes ? Mais il faudrait se reposer la question, est-ce que les hommes sont des animaux ? Parce que oui, nous sommes des animaux. Mais
puisque nous nous sommes retranchés du monde du vivant, alors effectivement, nous nous posons la question si les animaux sont des personnes. Parce que la reconnaissance des droits pour les animaux, compte tenu de l'imaginaire qui constitue la notion même d'humanité, fait planer une sorte de menace sur le regard que nous portons sur les hommes. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais je crois qu'il faut reprendre à partir de là. Me concernant, oui, c'est un combat donc, que j'essaie de mener politiquement. Et dans le combat sur la pêche électrique, j'ai été frappé d'une chose, c'est que les arguments qui portaient sur les questions de la sensibilité des poissons au stress et à la souffrance, parce que la pêche électrique, ça brise la colonne vertébrale des poissons. Et lorsque je discutais avec mes collègues, autant ils étaient totalement indifférents sur les raisons sociales, les conséquences pour les pêcheurs dans le Nord, ou sur la critique que je fais des subventions pour la pêche industrielle, etc. Mais on a gagné beaucoup de voix et une majorité sur cette question, sur cette approche. Et c'est pourquoi je dis... Donc en faisant appel à la sensibilité humaine, là, alors. Oui, et je me dis que sur ce plan, ça progresse, et ça progresse considérablement. Et la dernière remarque, dans tout ce débat, et je l'emprunte à Corinne Pelluchon, mais elle a vraiment raison, il faut qu'on fasse très attention sur les droits qu'on peut accorder aux animaux qui sont domestiques, pour lesquels on accorde un statut supérieur, et laisser dans le non-droit total, en totale privation de tout, les autres animaux, le tout venant qui va à la mort dans les abattoirs, et ne pas recréer des inégalités dans le monde animal. Ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas des sous-animaux et des animaux qui méritent une considération. Il y a une communauté humaine, que vous soyez au Bangladesh ou en Europe, un traitement égal s'impose. Que vous soyez noir ou blanc, un traitement égal s'impose. Mais que vous soyez un lion ou un cafard, vous devez être respecté de la même façon. Voilà. Merci Younous. Cyril, est-ce que ces considérations, là on parlait des animaux, est-ce qu'elles entrent en jeu aussi justement dans la Convention citoyenne pour le climat ? Sur les droits de la nature, en tout cas, oui. On a auditionné Valérie Cabane, moi non d'ailleurs, mais les citoyens de la Convention ont auditionné Valérie Cabane et un autre juriste qui s'appelait Julien Bétail. Ouais. Et ça les a énormément frappés parce que la question de la réforme de la Constitution, ou de la réécriture de la Constitution de l'article 1 leur a été soufflée par Nicolas Hulot quand il est venu. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est-à-dire qu'ils se sont dit « Oh là, il y a un truc !» Donc la Convention s'en est vraiment saisie, avec le sentiment que si on parvenait, comme le disait Delphine, à regarder l'ensemble de la politique française à l'aune des limites planétaires, et apparemment Valérie Cabane leur disait qu'il y avait un outil qui avait été élaboré par des scientifiques reconnus par l'ONU qui permettait justement de les quantifier et donc de le faire pas simplement au doigt mouillé en se disant bon alors est-ce que là oui, est-ce que là non, mais en le mesurant, et qu'on pourrait mettre en place des dispositifs qui obligent les gouvernements à regarder cet outil-là à chaque fois qu'une loi est promulguée, mais on pourrait aussi se dire que le monde économique et industriel devrait y être contraint de la même façon. Ça changerait tout. Pour le coup, l'ensemble des trajectoires de nos sociétés serait modifié. Et donc c'est très intéressant, et il y a plein de membres de la Convention qui se le disent, qu'on ait là un outil systémique très structurant qui puisse avoir une action en cascade et pas simplement s'en tenir à des mesures, comment est-ce qu'on aide les aides au chauffage, etc. Est-ce qu'on peut rappeler justement quelles sont ces limites planétaires ?
ces 9 limites planétaires? Sans doute qu'on le peut. Oui, Marine. Oui. Donc ce système des limites planétaires, il a été établi par 26 scientifiques qui travaillent justement à comprendre. En fait, il s'agit d'un système d'interdépendance. C'est 9 limites, mais en fait, c'est les 9 limites qu'on comprend actuellement. Elles sont en train d'évoluer. Il y en a une 10e aussi. Il y a donc les rejets d'émissions de gaz à effet de serre qui modifient le climat, la disparition des espèces qui est une limite planétaire qu'on outrepasse largement, malheureusement aujourd'hui, le changement d'affectation des sols, notamment par l'urbanisation en France massive, la disparition des forêts, tout ce qui est rejet dans l'atmosphère du coup d'azote, notamment les polluants chimiques aussi. Il y a l'acidification des océans, encore aussi l'usage de l'eau, le captage d'eau, puisque ça modifie notre réseau hydrique en profondeur. Or, un territoire, comme nous, nous sommes en permanence pleins de sang et de vie. Prendre l'eau des territoires, c'est leur ôter la vie. Et c'est en fait l'ensemble de ces systèmes biologiques qui garantissent un équilibre. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on veut utiliser ce système des limites planétaires ? C'est parce que c'est ceux-là qui garantissent que cet équilibre mondial il soit permanent et qu'on n'ait pas des modifications brutales comme ce qu'on est en train de vivre malheureusement avec l'accélération notamment des feux qui détruisent tout et qui vont être extrêmement compliqués ensuite par la suite à réparer nos territoires après ce genre de catastrophe. C'est la même chose quand on construit à tout va sans se poser la question des barrages hydroélectriques qui détruisent la continuité écologique de nos territoires. Et en fait, voilà, la proposition qu'on a formulée avec Valérie et le texte sur lequel on a travaillé, c'est vraiment d'instaurer une commission des limites planétaires à travers lesquelles les textes de loi, les plans et toutes les mesures au programme, tout projet industriel doit passer pour savoir, d'accord, est-ce que ça porte atteinte ou non aux limites planétaires. Et d'une certaine façon, c'est un moyen de garantir justement que les droits de la nature sont là, sont représentés. Parce qu'en fait, qui parle pour la nature s'il n'y a pas cette commission d'experts qui est chargée de dire là, on ne porte pas atteinte à la nature, on respecte son bon fonctionnement biologique, parce que toute la question est là. Comment respecte-t-on le fonctionnement biologique de nos écosystèmes ? Cyril, est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit Marine ? Je pense que ça, c'est la traduction juridique et opérationnelle de quelque chose qui est plus vaste, qui est plus mon domaine d'expertise et d'intervention, qui est le récit. C'est-à-dire dans quel récit l'humanité vit aujourd'hui. Il se trouve que le récit qui préside à l'organisation de nos sociétés, à mon sens, est un récit qui a, comme le disait Younous, exfiltrer l'être humain du reste du vivant et qui a créé des structures économiques, politiques, religieuses qui ont porté cette représentation du monde. C'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui de donner une valeur au sens large, mais même une valeur économique. Il y a un certain nombre d'économistes qui se sont essayer à cet exercice-là de dire bon, alors on va regarder combien on économiserait si on ne détruit pas les écosystèmes, ou alors combien ça nous coûte de faire de la pollinisation à la main plutôt que les abeilles. Ce qui est encore une façon de réfléchir dans le récit actuel, c'est-à-dire de se dire en fait c'est l'économie qui est le plus important, donc il faut regarder combien ça coûte. Bon, ça peut avoir une valeur symbolique et une valeur de donner des ordres de grandeur, mais ce qui m'intéresse moi, c'est la façon dont on est capable, dans une forme de transformation culturelle profonde, de porter ce récit de l'être humain qui est totalement enchâssé, totalement intégré au reste du vivant, qui est un animal. D'ailleurs, on a interviewé Younous pour le film que je suis en train de faire, qui s'appelle Animal, et qui s'appelle Animal pour ça. C'est pas un film. Alors, la plupart des temps, les gens me disent « Ah ouais, c'est un film sur les animaux, tout ça. » Je dis « Ben non. En fait, c'est surtout un film sur les humains. On voit des animaux, effectivement, on voit des arbres, pour dire que nous sommes intégralement une composante du vivant. » Et si cette représentation du monde-là devient la norme, un peu comme ce que tu disais avec la controverse de Valladolid, c'est ainsi. Si on se dit, bah oui, c'est évident que on est un animal, qu'on fait partie du vivant, comme aujourd'hui, on devrait tous se dire que c'est évident que les hommes et les femmes sont égaux, que les noirs, les jaunes, les blancs aussi, et c'est malheureusement pas encore le cas, tous les êtres humains se valent qui vivent au fin fond d'une forêt au Bangladesh ou
en haut de la Trump Tower. Et ça voudra dire que cette transformation culturelle se traduira ensuite dans des structures politiques et économiques. Et il me semble que cette modification de la loi, cette modification de la Constitution est une façon de commencer à faire descendre ce nouveau récit, cette nouvelle représentation du monde dans nos organisations politiques. Alors la loi peut nous aider à transformer ce récit. Après, il y a aussi l'expérience de chacun. Là, je m'adresse à Roland Jourdain, le navigateur. Vous avez été confronté à cette nature et c'est au cours de votre carrière que vous avez vous-même transformé votre propre récit, en fait. Donc, certes, la loi peut nous aider, mais aussi nos expériences propres. Oui, et puis la mémoire courte qu'on a tous, parce que je rebondis sur la controverse de Valladolid, et pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à lire le livre de Yannick Roudot, La Nouvelle Controverse, qui reprend rapidement, mais sur l'histoire, sur les civilisations, c'est toujours les mêmes facteurs qui nous font chuter, qui sont toujours les mêmes facteurs climatiques, nourriciers, c'est-à-dire basiquement quand on n'a plus à manger on commence à s'engueuler et là on est dans le village monde, donc on en est là et c'est fou qu'on ait cette mémoire courte. Moi la nature, c'est vrai que j'ai la chance comme beaucoup d'autres de la côtoyer par mon métier, par ma passion. Et je regrette toujours qu'en mer, qu'on ne fasse pas à terre ce qu'on fait en mer. Quand on fait un tour du monde et qu'on part dans ce qu'on appelle le Grand Sud, là, dans le bas, là où il n'y a pas de terre sur la circonférence de la planète, bon, ce qui est un peu stressant, ce qu'on appelle les 40e rugissants, on a quand même tendance à demander la permission de rentrer et de dire merci en sortant. Quand on ferme la porte. Parce que c'est passé sympa. Et pourquoi on n'a plus de réflexe à terre? Pourquoi jamais on ne l'a plus à terre? Pourquoi faut-il faire des lois là-dessus? Il en faut évidemment. Mais pourquoi on a quitté cet instinct si proche de la nature? Et je le disais aujourd'hui encore, je trouve que j'ai vraiment l'impression qu'on est une espèce tellement prépubère, tellement gamin. On est sorti de la cour d'école, on s'amusait super bien en maternelle et on arrive à la grande école et on se rend bien compte, alors on est sorti de la grotte. Alors on a du mal parce que la nature est un combat, la nature c'est la jungle, c'est le plus fort qui s'en sort, les vagues sont trop grosses, mais si en mer on avait ce réflexe-là, elle est toujours plus forte, à un moment il faut faire avec elle, quoi. Et ça, cette corrélation intime-là, on l'a perdu depuis un temps très proche en fait. Et là on parle de l'animal, mais je pense qu'il faut parler aussi vraiment du végétal avec. On est en train de découvrir les interconnexions du champignon avec l'arbre, avec l'insecte, enfin de toute la famille. Et donc voilà, mon chemin m'a amené à ces... alors pragmatiquement, concrètement, par la visibilité sur l'eau du commerce mondial qui a explosé parce qu'il y a plus de cargos, parce qu'on ne dit pas, il y a 10, 15, 20 000, les chiffres ne sont pas précis, containers qui tombent dans l'eau par an. Quand un camion se renverse sur le bord de la route, il y a des assurances, il y a des nettoyeurs, il y a l'ambulance. Aujourd'hui, on n'est pas tenu de rembourser la nature pour ce qui est tombé au fond de l'eau. Donc un certain nombre de choses comme ça m'ont fait, dériver, on va le dire, au propre comme au figuré, mais me diversifier professionnellement dans des travaux sur les biomatériaux et sur la biomasse qu'on a oublié encore une fois de regarder. La course au large, c'est un sport mécanique qui évolue avec la société. Donc les fibres de nos modules qui font maintenant voler nos avions, elles ont été essayées en bateau avant. Donc j'ai été piqué comme ça pendant 30 ans de cette course en avant pour aller de plus en plus vite. Et quand on va de plus en plus vite et qu'on ne regarde pas le mur, ça fait plus mal quand on va s'arrêter. Donc il fallait, je devenais moins performant dans mon métier, il fallait que je trouve quelque chose, mais dans le faire et pas que dans le dire. Donc ça nous a donné l'occasion de créer ce département dans les biomatériaux, retrouver les fibres végétales qui elles, ont fait naviguer des millions de chanvre, le lin. Donc vous n'avez pas eu besoin de loi pour reconnaître que la nature avait ses droits et qu'il fallait les respecter. Je ne sais pas combien je lui dois, je ne sais pas quand je prends un départ de course ou quand je pars en croisière. Effectivement, Cyril Dion parlait. Est-ce que ça a un sens de parler de monnaie, de parler d'argent? Mais je lui dois la vie. Et je lui dois ma passion, je lui dois mon équilibre. Combien ça vaut, je n'en sais rien. Maintenant, j'aimerais qu'il y ait un certain nombre de lois sur
par rapport aux biomatériaux, aux bioplastiques, etc., qui aille bien plus loin, qu'on aide, y compris juridiquement, des petites entreprises à aller plus loin dans ces aspects-là, que ce soit sur des taxes, sur des aides, sur des choses comme ça, on peut en discuter. Donc j'aimerais bien qu'il y ait des leviers, mais le juridique reste pour moi, et ma compagne y est associée, et c'est pas pour uniquement cette raison-là que je l'aime, mais elle est juriste. Et pour elle, le droit n'est qu'un outil là-dedans. C'est pas une fin en soi. C'est pas la solution. Il faut vraiment tout le temps regarder ça. C'est pour ça que attaquer ces dossiers-là par tous les sujets, et je rejoins ce que dit Cyril Dion sur le récit, parce que les gens qui font les lois, c'est des gens qui ont un petit cœur qui bat. Et c'est eux qu'il faut faire changer, comme tous les services administratifs qui font des blocages sur tout notre type d'activité, parce qu'il faut voir autrement. Je crois que pour changer nos actes, il faut d'abord commencer par regarder un petit peu autrement. Et ça commence pas par le contrat signé. Voilà. Dans les courses de bateau, il y a deux façons de faire les règles. En fait, tout ce qui est écrit, tout ce qui n'est pas écrit est autorisé, ou tout ce qui n'est pas écrit est interdit. D'accord. Donc ça modifie beaucoup. Et les courses de bateau, préparer un bateau pour gagner une course, c'est comme un peu une optimisation fiscale. Hein. On épluche les textes et on essaye de passer à la limite pour faire le bateau le plus rapide ou pour payer le moins d'impôts ou que sais-je. Donc les textes, c'est bien, il en faut évidemment un encadrement, mais c'est d'abord le récit général vers où on veut tous aller qui Younous, vous souhaitez prendre la parole. Ce que je voulais dire, c'est que la conquête des droits, lorsqu'elle rentre en contradiction avec un modèle économique, eh bien, c'est extrêmement difficile. Et vous avez un modèle de prédation capitaliste qui, à la fois, est à l'origine de l'effondrement, en partie, de la biodiversité, et qui, en même temps, entre en conflit avec les demandes que nous portons. Je ne veux pas faire d'analogie qui pourrait choquer les gens, parce que je sais que lorsque je fais l'analogie, ça choque. Mais prenez le Code noir qui réglementait l'esclavage et le statut de biens meubles qui avait été reconnu aux esclaves. Parmi les raisons qui expliquent la mondialisation de l'esclavage, il y a des raisons purement économiques et capitalistes. Et aujourd'hui, il est tout à fait évident que le modèle de prédation capitaliste n'incite pas à donner, à conférer des droits aux animaux, parce qu'à un moment donné, il y aura un conflit. Donc, il faut aussi mener, et c'est pourquoi c'est très lent au niveau de la législation, dans tous les domaines, lorsqu'on veut avancer sur l'environnement. Et plus on avance, et plus on rentre en choc avec un modèle. Et c'est pourquoi la bataille, elle est totalement, profondément politique, et on essaie d'avancer, de grignoter au fur et à mesure. Delphine, vous vouliez intervenir par rapport à ça ? Oui, des petites remarques. D'abord, pour bien situer le débat par rapport à la nature dans son ensemble, et pas seulement les droits des animaux. Je pense que ce qui est en train d'évoluer dans les esprits sous nos latitudes, culturellement en fait, et c'était bien rappelé tout à l'heure sur le fait que les peuples autochtones ont un rapport à la nature qui est un rapport de coopération en fait, qui n'est pas du tout un rapport de domination, donc qui n'est pas le même que culturellement les récits dont on hérite, avec un double récit. Un, l'homme est extérieur et supérieur à la nature. Deux, la nature, c'est l'horreur, quoi. C'est la prédation, c'est la guerre, c'est pas du tout l'entraide, la coopération, etc., etc. Voilà, c'est une nature méchante qui fait peur. Donc c'est culturellement les deux récits dont on hérite. Et dans ce qui est en train de faire changer les choses, il y a aussi le rôle que jouent les nouvelles découvertes scientifiques sur le végétal et sur la sensibilité du végétal. Je ne pense pas qu'on puisse plaquer le mot intelligence, mais sur la sensibilité du végétal. Moi, j'avais soutenu, par exemple, la Déclaration des droits des arbres. Alors, ça a fait hurler, ça a provoqué beaucoup de polémiques, mais j'assume complètement. Et il y a encore les déclarations scientifiques récentes sur le fait que des animaux
sont doués de conscience. Pas seulement de sensibilité, mais de conscience. Et donc tout ça travaille la société en profondeur et confirme quelque chose qu'on ressent tous en tant qu'être humain, en fait, dans notre rapport à la nature, dans notre contact à la nature. Et le fait qu'être privé de nature, en fait, c'est une forme de déshumanisation. Alors, on en a aujourd'hui des données spectaculaires, augmentation de 40% de la myopie des enfants, faute de contact avec la nature, multiplication par 7 de la consommation d'antidépresseurs en France, pour plein de raisons, mais aussi celle-là, corrélation prouvée entre la quantité d'espaces verts en ville et l'évolution de la santé mentale des adolescents et des adultes en fonction de, dans leur enfance, est-ce qu'ils avaient un rapport régulier ou pas à la nature, relation entre les capacités cognitives de concentration et d'attention et le fait de se balader dans la nature, de faire, par rapport à ce qui était dit dans la table ronde d'avant, la cuisine, du jardinage, du bricolage, ce que vous voulez, mais de faire des choses avec ses mains qui travaillent en fait avec la nature. Donc tout ça est extrêmement important. En revanche, on ne peut pas situer le début des problèmes seulement au début du capitalisme. Parce que c'est plus profond que ça, en fait. C'est plus profond que ça. Et on est obligé de faire un lien avec le patriarcat. Et donc, on est obligé de faire un lien entre la question de la reconnaissance de la personne, de la nature comme une personne morale, et en fait, l'origine d'un rapport d'infériorisation de la nature qui est en tout point comparable à l'origine d'un rapport d'infériorisation des femmes par rapport aux hommes. Et c'est ça qui me paraît vraiment extrêmement important. Et bien évidemment, le système actuel de profit, etc., c'est, j'allais dire, le point ultime, mais de quelque chose qui est culturellement beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré, et notamment dans ces rapports de domination entre des femmes par les hommes et des femmes qui, du coup, ont été cantonnées à la relation avec le naturel, qui, ayant des connaissances, on pourrait dire scientifiques de la relation avec le naturel, ont été traitées de sorcières, écrabouillées dans un certain nombre de pays d'Europe parce qu'elles avaient ces connaissances, etc. Donc ça me paraît vraiment quelque chose de très important. Et au-delà du débat juridique sur lequel il faut peut-être revenir, sur l'implication en fait de ce que ça veut dire de reconnaître une personne morale, en tout cas culturellement on en a besoin, voilà. Parce qu'on a besoin d'entrer dans un nouvel âge de l'humanité qui est une forme d'humilité en fait, et de reconnaissance de notre condition animal, d'être vivant, dépendant d'un milieu avec lesquels on a des interactions et des interrelations et dans lesquels on a une relation d'interdépendance, en fait, tout simplement. Yann Aguila, qu'en est-il de la reconnaissance de la nature comme personne morale dans d'autres pays que la France ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance ? Alors, effectivement, c'est intéressant de regarder ce qui se passe à l'étranger. Ça n'est qu'un mouvement qui commence avec quelques décisions. Ce n'est pas une grande vague qui viendrait de l'étranger, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des décisions de juridiction et puis des constitutions qui reconnaissent les droits de la nature, souvent dans des pays qui ont des peuples autochtones, justement, qui ont ce rapport avec la nature qui est un petit peu plus proche. Alors, on en trouve beaucoup en Amérique latine. C'est la constitution, par exemple, de l'Équateur, ou une loi en Colombie, ou une loi en Bolivie. Et là, qu'est-ce qui est reconnu alors, on reconnaît, alors dans la constitution, par exemple, de l'Équateur, la Pachamama, la nature est reconnue comme étant une personne morale, comme ayant des droits. Il y a tout un chapitre qui est consacré dans la Constitution d'Équateur avec le droit à la restauration, le droit à un océan pur, toute une série de droits qui sont reconnus. Du coup, il y a aussi souvent, et ça on le trouve en Nouvelle-Zélande aussi, où en Nouvelle-Zélande on a des lois qui ont reconnu le statut de personne morale à des éléments de la nature. Alors c'est plus tout à fait à des animaux, c'est par exemple à une montagne ou à un fleuve.
Et souvent, on a à cette occasion reconnu le peuple autochtone, la communauté humaine qui vivait dans ces lieux comme étant le responsable, le gestionnaire de cet élément naturel, avec un conseil, une sorte de conseil d'administration, avec des pouvoirs pour protéger ce fleuve ou bien cette montagne. Ça peut aller assez loin, parce que, pour rebondir avec ce qu'on disait, en Colombie, il y a aussi des décisions qui reconnaissent les droits des animaux, mais pris individuellement. Il y a une décision du Conseil d'État de Colombie qui ordonne la libération d'un perroquet, parce qu'il était dans sa cage. Alors, après, donc, on peut s'interroger sur la totale transposabilité de ces concepts. Mais moi, ce que je trouve intéressant comme juriste, c'est deux choses. La première, c'est qu'on est dans un monde qui est globalisé économiquement, politiquement et juridiquement. Et donc, nous, les juristes, et puis les juristes occidentaux, d'un coup, on voit ce vent qui vient des quatre coins du monde et qui nous interroge sur nos propres concepts. Et ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre un débat. Les juristes les plus traditionnels sont horrifiés par l'idée de nature personne morale parce que c'est complètement contraire à ce qu'on a toujours entendu. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'ouvrir le débat. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, au fond, le droit, je suis tout à fait d'accord, ça n'est qu'un outil. C'est une technique, c'est modeste le droit. C'est au service de ce qu'on veut en faire. Et ici, il y a deux questions. Puisqu'on est en train de parler de la réponse qu'est la personne morale, moi j'ai envie d'abord de me demander, pour bien comprendre une réponse, il faut savoir quelle est la question qu'on nous pose, qu'on pose au droit. Et j'ai l'impression qu'il y a deux questions qui sont complémentaires. Il y a premièrement, pardon, je structure les sujets, mais premièrement, une question de procédure et deuxièmement, une question de fond. La question de procédure, c'est qui représente la nature et qui la représente dans des procès, par exemple. Et ça, c'était la question qui s'était posée, petite parenthèse sans trop développer, mais en 1972, la première fois qu'on a parlé des droits de la nature, c'est un ouvrage qui est sorti aux États-Unis de Christopher Stone qui s'appelait « Les arbres peuvent-ils plaider ?» Et c'était à l'occasion d'un procès. C'est intéressant juste d'en dire en deux mots parce qu'on voit bien l'usage qu'on peut faire de ça. C'était la société Walt Disney qui avait un projet de construction d'une station de sport d'hiver dans une magnifique vallée avec des séquoias. Et donc une association attaque devant le juge, et que fait le juge ? Il rejette pour irrecevabilité l'action de l'association en disant « vous n'avez pas d'intérêt pour agir et pour représenter les arbres ». Et c'est là que Stone sort son livre « Les arbres ont-ils le droit de plaider ?» Donc là, on voit que la question qui est posée, c'est une question de représentation de la nature. Puis la deuxième question, c'est une question de fond, qui est plus complexe, mais c'est celle qu'on évoque surtout depuis le début en fait. C'est l'arbitrage entre les places respectives des humains, de l'homme, et de la nature dans nos règles. Et on est dans un mécanisme constitutionnel, institutionnel, politique, un peu sans limite, un peu fou peut-être, où systématiquement nos institutions aboutissent à ce que dans l'arbitrage constant qu'on doit faire à chaque fois que le législateur vote une loi, à chaque fois que le gouvernement édicte un décret, c'est l'arbitrage entre des intérêts économiques, des intérêts sociaux, et puis les intérêts de la nature. Donc, comment dans notre système, faire la place, quand on prend des décisions, à cet intérêt qui est l'intérêt des non-humains. Il y a des tas de réponses possibles. Il y a le comité dont parlait Marie, il y a ce qu'on peut dire dans des textes. Mais simplement, et c'est ma dernière remarque, on peut écrire tout ce qu'on veut dans des textes juridiques, et c'est utile. On a besoin de ce texte fondateur. C'est très utile parce que le droit donne des directions. Simplement, le droit n'est rien sans le combat dont parlait Delphine. Derrière, il faut des actions en justice. Derrière, il faut des citoyens qui engagent des actions et qui vont se battre en portant ces droits. On peut écrire tout ce qu'on veut et on en a besoin dans les textes. S'il n'y a pas derrière des actions devant les tribunaux, ça ne sert à rien. Donc le droit est utile, mais il n'est pas suffisant. Il faut aussi des actions, des ONG, portées devant les tribunaux. Mais alors devant quels tribunaux ? Tous les tribunaux. Regardez, juste hier, on nous a dit que s'est-il passé devant parce que ce n'est pas un tribunal, mais c'est une forme de tribunal. Devant le Comité des droits de l'homme à Genève, le Comité des droits de l'homme a rendu une décision historique où il a dit que les réfugiés climatiques pouvaient désormais demander l'asile dans un pays sur le fondement de la crise climatique qu'il peut y avoir dans leur pays. C'était quelqu'un qui venait des Kiribati et qui, en Nouvelle-Zélande, demandait le statut de réfugié politique. Et
voilà une instance internationale devant laquelle on peut agir. Mais il y a des instances nationales aussi, il y a des juridictions françaises devant lesquelles on peut contester des règlements, on peut contester les lois, on peut faire des QPC devant le Conseil constitutionnel, on peut saisir les tribunaux administratifs, on peut faire des actions en reconnaissance du préjudice écologique. Il y a des tas d'actions possibles. Mais simplement, il faut que les citoyens se saisissent de ces outils, de ces armes. Là, c'est l'armurerie, au fond, de ces armes du droit. Alors, Marine, les associations, elles s'en saisissent quand même de cela. Aujourd'hui, ce sont elles qui vont représenter la nature, qui vont mener des actions en justice. Alors, oui. Mais ça devrait en tout cas être chacun d'entre nous en fait qui peut se prendre en main. Par exemple, je vais te donner un exemple concret pour rebondir à ce que tu disais. En Colombie, grâce justement à la reconnaissance des droits de la nature, on a obtenu déjà des grandes victoires, notamment pour la forêt par exemple, qui a été reconnue sujet de droit pour lutter contre la déforestation. C'est-à-dire que l'État était incapable d'enrayer la déforestation massive en Colombie malgré les engagements internationaux, l'accord de Paris notamment. Et il y a des jeunes qui se sont pris en main, qui ont décidé de mettre un terme à tout ça parce qu'ils sentaient bien que ça portait atteinte à leur liberté aussi et à leurs droits. Et ils sont allés devant les tribunaux. En première instance, ils ont perdu. Et par contre, devant la Cour suprême, ils ont eu le soutien du procureur qui a dit, effectivement, non seulement il y a une atteinte aux droits des générations futures et à ces jeunes de vivre dans un environnement sain, mais en plus de ça, il va falloir réfléchir à reconnaître des droits à la forêt amazonienne pour pouvoir la protéger en tant que telle. Et donc, le juge a obligé l'État de Colombie à mettre en place un plan à court, moyen et long terme pour lutter contre la déforestation. Et en plus de ça, il a reconnu le principe d'équité intergénérationnelle, qui est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourrait être transposé chez nous, d'équité entre les conditions de vie dans lesquelles nous vivons et les conditions de vie dans lesquelles vivront nos enfants. Et ça, c'est extrêmement important. C'est grâce à des visionnaires comme ça qu'on peut créer quelque chose de nouveau dans le droit et d'inventer tout un panel de solutions. Et pour finir, en fait, la question qui se pose aujourd'hui, effectivement, il y a des associations qui protègent la nature. Moi, je travaille pour de nombreuses associations qui font ça. Malheureusement, c'est pas si simple. C'est-à-dire que, ok, on a le droit aujourd'hui, si on a inscrit dans nos statuts, d'aller défendre, par exemple, les océans, si on est une association de protection des océans, la forêt, les milieux naturels, très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, à mon avis, doit sentir à l'intérieur de lui-même qu'il est un gardien. Il doit avoir le droit d'agir en tant que gardien, puisque d'ailleurs c'est marqué dans notre Constitution. On a l'obligation d'agir pour protéger l'environnement. Et en fait, ces droits de la nature, ils sont corrélés avec nos obligations à nous en tant qu'humains. On a déjà reconnu, par exemple, qu'il y avait des systèmes de tutelle, notamment entre les enfants et leurs parents, c'est-à-dire qu'un parent peut parler dans les tribunaux pour protéger les droits de son enfant parce qu'il y a ce lien de filiation, cette relation, cette connexion entre les deux. Moi, je pense que demain, il faut qu'il y ait ce lien, justement, d'amour, de sentiment de protecteur, en fait, de la nature, qu'on puisse défendre dans nos tribunaux ce lien et parler quand on a, justement, un intérêt à protéger l'environnement, parler pour ces écosystèmes qui ont vraiment urgemment besoin qu'on les protège. Et c'est ça dont on a besoin dans la loi aujourd'hui, c'est d'être capable de se projeter. La loi, elle sert aujourd'hui à créer le monde qu'on veut demain. Et de la même façon qu'un artiste ou qu'un agriculteur ou qu'un cinéaste est capable de se projeter, de créer quelque chose de nouveau, nous les juristes, c'est ce qu'on porte aujourd'hui à travers les droits de la nature, c'est balayer ce qu'on a fait jusqu'ici, on est capable de tout changer, il faut recréer un monde dans lequel la nature a des droits aussi bien que les êtres humains. Vous aviez une question, Roland? Je profite, j'avais une question, je voulais justement savoir au niveau du droit à l'heure actuelle, j'avais suivi les travaux d'Émilie Gaillard sur le droit des générations futures, et je me rappelle, alors vous en savez plus que moi, c'est Tony Oposa, je crois, c'était une première aux Philippines, qui a fait intervenir son bébé en partie civile pour lutter contre la déforestation et le droit aux enfants futurs. Et c'est là où j'ai appris qu'en fait, il n'y a pas de droit pour le non-vivant, en fait. Il n'y a pas de droit pour ceux qui viennent après. Et aujourd'hui, entre les travaux qui sont faits sur les droits sur la nature et les droits sur la génération future, c'est plus avant. C'est d'un côté ou de l'autre, tout ça, il faut l'ajouter tout de suite, effectivement, je voulais le dire aussi, c'est que là, on est en train de parler des droits de la nature, mais c'est la même question pour les générations futures. Qui représente aujourd'hui, cette question de la représentation, qui représente les générations futures? C'est un peu la problématique qu'on a pour la dette publique. En fait, aujourd'hui,
Aujourd'hui, on dépense ce que nos petits-enfants devront payer. Et c'est la même chose pour la nature. Et on a ce problème de représentation des générations futures, comme pour la nature. Pour éviter des confusions, parce qu'effectivement c'est très proche, mais aussi pour éviter des confusions, par exemple dans la déclaration des droits des arbres, donc le propos est de dire qu'il faut reconnaître les arbres comme être sensibles, qui doivent être respectés, qu'il y a en plus des arbres remarquables qui doivent avoir un statut particulier, mais le propos n'est pas de dire qu'on ne peut plus jamais couper un arbre pour rien faire. Bon, donc oui, mais c'est important. Et donc c'est de dire qu'en fait que les modalités d'usage par les humains des arbres doivent respecter leur cycle de vie, le renouvellement naturel et l'équilibre global des écosystèmes. Donc je pense que c'est important ensuite quand on parle des droits de la nature de rentrer dans ce type de considération. Et donc ça veut dire qu'en fait c'est dans l'usage que les humains ont dans leur relation à la nature, effectivement de changer en fait complètement de rapport, qui est aujourd'hui un rapport d'exploitation, de destruction, pour passer à un rapport de bon usage, j'allais dire parcimonieux, pour des raisons bien fondées, etc., et respectant la capacité des écosystèmes à se renouveler. Avec les 9 limites planétaires en tête, alors. C'est peut-être ça qui est notre garant pour justement faire des choses. Le respect des limites planétaires, c'est quelque chose qui s'impose à nous. En fait, ce n'est pas un débat, le respect des limites planétaires. Oui, mais c'en est un aujourd'hui quand même, malgré tout. C'est une réalité physique qui s'impose à nous. Et ceux qui sont des utopistes, des idéalistes, etc., c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer comme ça en ignorant, en étant dans le déni des limites physiques de la planète. Donc c'est un concept clé, les limites planétaires, par rapport à la nécessité de changer complètement de modèle, d'imaginaire, etc., et de récit. Et après, ça a des conséquences, c'est-à-dire que l'ensemble de ce qu'on appelle, à mon avis, maintenant, avec un mot fourre-tout dont il faut, à mon avis, changer, qui est celui de transition, c'est pour ça que je préfère parler d'écologie intégrale, c'est en fait effectivement prendre les limites planétaires, comme j'allais dire, référentielles, ce qu'a très bien expliqué Marine tout à l'heure, et de se poser la question de comment on arrive à une empreinte, à un respect des limites planétaires, et donc à une empreinte écologique neutre, c'est-à-dire qui ne dépasse pas les limites planétaires. Et donc entre maintenant, on explose les limites planétaires, et là où on veut aller, une empreinte écologique neutre, quelles sont les étapes progressives qui permettent d'y aller, quelles sont les urgences, les trucs qu'il faut faire tout de suite, par exemple arrêter les énergies fossiles, voilà, comment on y va en fait. Younous, après je vais prendre quelques questions dans la salle, puisqu'on arrive déjà à la dernière demi-heure. Oui, j'avais une question, et puis aussi une remarque. C'est évidemment, tout ce débat montre que les droits pour la nature et les animaux renvoient aux obligations pour les êtres humains. Et dans ce nouveau droit, il ne faut pas oublier toute cette partie qui concerne les obligations qui sont les nôtres. Je découvre avec plaisir le collectif de juristes. Je vais reprendre contact avec vous, si vous en êtes d'accord, parce que j'ai une question à vous poser par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Et je me suis posé la question si le moment n'était pas venu d'élargir le champ des compétences de la Cour européenne des droits de l'homme et de faire la Cour européenne des droits de l'homme et de la nature. Voilà. Donc je pense que ne serait-ce que dans l'affichage, parce qu'on fait aussi beaucoup progresser un peu comme ça. Bon, mais je sais que ce n'est pas si simple. On m'a récupéré hier le règlement de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, j'ignorais beaucoup de choses, je vois que c'est très compliqué, mais il me faut le soutien de juristes pour approfondir la proposition. Donc si vous en êtes d'accord, je vous redonne rendez-vous prochainement. Voilà. Rendez-vous pris. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur, des premières questions? C'est le bouton rouge. Voilà. Pour changer de récit, changer de mindset, d'état d'esprit, je voudrais lancer un appel. Le 11 février prochain,
on fêtera les 270 ans de la mort de René Descartes. Et je me disais, je vous fais une proposition, que le 11 février 2020, à midi, facile, à midi, tous ceux qui ont envie de changer quelque chose à cette séparation entre nature et culture, prennent un petit temps de méditation, de retour sur soi, de connexion avec la nature. Ça serait bien de le faire dans une forêt. Et pour dire adieu à Descartes, je pense que je vais créer le hashtag adieu Descartes, en lui disant merci, Monsieur Descartes, pour tout ce que vous avez apporté au XVIIe siècle et après, mais ce qu'on en a fait nous met dans la panade. On a besoin de reconsidérer la place de l'homme en symbiose avec la nature. Adieu, Monsieur Descartes. Voilà. L'appel est lancé. C'est le 11 février, c'est ça ? 11 février, à midi. D'accord. Madame. Je suis venue parce que le titre du panel là m'intriguait et me laisse sceptique. Et je suis très étonnée et heureuse de découvrir l'avancée que vous faites sur tous ces sujets-là. Mais moi, je me demande si ça n'aurait pas été plus simple de prendre une autre voie juridique qui consistait à nous dire, à considérer que nous sommes tous des colocataires de la planète et avoir des relations propriétaires-occupants. C'est un récit, payer un loyer et constituer des comités qui gèrent les loyers comme on gère un immeuble, quoi. Je me demande si juridiquement ça n'aurait pas été plus simple. Voilà, en vous écoutant, c'est la question que je me posais. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Alors, est-ce que quelqu'un veut rebondir ? Yann ? Non, simplement pour dire qu'en réalité, j'ai pas voulu faire trop de points techniques, mais c'est vrai que le droit offre une palette d'outils, mais que d'ailleurs Marine a un peu évoqué. Donc il y a la notion de personne morale, il y a du pour et du contre. Je suis pas sûr que le moment soit venu aujourd'hui en France de tout de suite reconnaître la personnalité morale de la nature. Il faudrait savoir est-ce que c'est utile. Bon, mais il y a cette notion-là, mais il y a des tas d'autres techniques. Il y a la technique de la tutelle, il y a des techniques de trust, il y a des techniques il y a beaucoup d'outils juridiques qui permettent d'aboutir à ce résultat. Il faudrait voir votre proposition, comment on la traduit concrètement. Mais enfin, à la fin des fins, ça aboutit, et comme l'a très bien dit d'ailleurs Jou, c'est des obligations qui pèsent, des obligations juridiques qui peuvent être sanctionnées, qui pèsent sur les hommes vis-à-vis de la nature. À la fin, c'est ça qui compte. Monsieur. Je vais faire une autre proposition, ce n'est pas une question, mais c'est dans le prolongement de la première. Il se trouve que je suis chargé de partenariat pour une ONG qui fait de la réforestation sociale. Et donc, c'est une ONG française et un des deux cofondateurs est parti en Colombie. Il vit en Colombie depuis plus d'un an et il vient de constituer Aptogreen Colombie. Donc, il va y avoir une personnalité juridique. Et une des premières choses qu'il m'a dit, c'était qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre des peuples indigènes de la Colombie. Donc, moi, j'ai l'intention parce que j'ai ma propre société qui est c'est une société à mission et qui fait de la réforestation. Donc, j'ai l'intention d'entrer en partenariat avec cette nouvelle ONG colombienne pour travailler en direct, pour faire de la réforestation sociale. Et notre rôle en France, ce serait de trouver les financements. Et pourquoi j'ai pensé à ça, c'était aussi parce que tout ça, c'est à la suite de ce qui se passe en Amazonie. Et évidemment, on ne peut pas agir au Brésil. Mais en Colombie, c'est toujours l'Amazonie. Voilà. Donc, ma proposition, c'est que s'il y a des personnes dans la salle qui sont intéressées à travailler avec nous, et c'est de la réforestation sociale, c'est-à-dire c'est toujours au bénéfice des groupes défavorisés et prioritairement pour l'éducation des jeunes. Voilà, donc c'est un appel plutôt qu'autre chose. Vous, Marine, vous êtes beaucoup en Guyane, aussi sur le terrain. Et est-ce que vous voyez justement cette différence entre nous, la façon dont on considère la nature, et puis en Guyane, la façon dont on l'aperçoit?
Et est-ce que le fait qu'il y ait des droits autour de la nature, ça va faire changer quelque chose ? Oui, alors moi je me suis beaucoup battue contre un projet qui s'appelle le projet Montagne d'Or. Je suis porte-parole du collectif Hors de Question, qui est le collectif engagé citoyen contre le projet de Montagne d'Or. Et oui, il y a une grande différence entre ceux qui veulent détruire la nature pour aller chercher l'or sous la terre et ceux qui habitent en Guyane. Et je me souviens notamment au moment du débat public, procédure typiquement hexagonale qu'on importe sur des territoires d'outre-mer, pas du tout adaptés, mais soit, dans lesquels on a fait participer donc les habitants. Je me souviens d'une réponse d'un des leaders autochtones de la jeunesse autochtone de Guyane qui disait « Mais vous nous dites qu'après la mine, vous allez replanter des arbres. Mais on a déjà des arbres. » Et c'était là, et en fait, il y a une espèce de silence dans la salle, parce que c'était une évidence pour eux. Mais du côté des industriels, c'était complètement... c'était en fait la réponse auquel ils s'attendaient le moins, je pense. Parce qu'effectivement, là, il s'agissait, pour le coup, d'une rupture. On comprenait bien qu'en fait, il n'y avait pas de discussion possible entre ceux qui vivent de l'exploitation de la terre et des peuples. Pour l'anecdote, les peuples autochtones de Guyane ne creusent jamais la terre. Il y a 2 raisons d'ouvrir le sol. C'est d'enterrer ses morts ou de chercher de l'eau. Mais dans le sol, il y a toutes les mauvaises choses que les ancêtres ont enterrées pour justement faire en sorte que nous vivions dans la paix et dans l'harmonie avec la nature. Donc on ne creuse pas le sol. Et pour eux, c'est une aberration. De la même façon qu'on ne coupe pas les arbres. Puisque les arbres sont sacrés, ils ont aussi leur propre façon d'être vivants. Donc là, il n'y a pas besoin de loi, en fait, finalement. Alors, il y a du droit coutumier, c'est-à-dire que c'est du droit non écrit, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Parce qu'on connaît la nature, on sait vivre avec elle, on apprend d'elle. Et par exemple, le chaman, il passe 6 ans dans la forêt, il apprend à être la nature, il apprend à la comprendre, il frôle même la mort. C'est l'initiation du chaman, doit frôler la mort pour quitter en fait son enveloppe d'humain et devenir la nature. Et après ça, il est capable justement de faire le lien entre les esprits de la forêt et le monde des humains. Et c'est pour ça qu'il est respecté, c'est parce que lui, il a ce savoir de la nature. Et c'est ça peut-être aussi qu'on doit réapprendre, nous, c'est à respecter la nature et tous les savoirs qu'elle a. Et pour ça, il faut reconnaître qu'en face de nous, on n'a pas simplement des choses, on a aussi du vivant, on a de la nature qui a des droits et qui a tout un tas de façons de s'exprimer. C'est à nous d'écouter. Cyril ? Je voulais juste dire que, vous connaissez sûrement, et ça va sans doute être une sorte de porte ouverte ce que je dis, mais on a été interviewé Philippe Descola là, pour Animal, donc fameux anthropologue dans la lignée de Claude Lévi-Strauss qui a vécu avec les Indiens Achuar en Amazonie il y a une 40aine d'années et qui a été un des premiers, donc son fameux livre Par-delà nature et culture, son discours inaugural aussi au Collège de France, à dire que cette conception qui dit qu'il y a la nature, c'est-à-dire qui est le mot qu'on emploie depuis tout à l'heure, elle n'existe pas dans un certain nombre de peuples, qui ne font pas cette distinction, qui n'ont même pas de mot pour ça. Et c'est vraiment un mot qu'on a créé, nous, dans notre appréhension du monde, donc c'est toujours mon dada des récits, pour dire, il y a les humains, et il y a un autre truc, et donc cet autre truc, il faut l'appeler d'une certaine manière, donc on l'appelle la nature. Pour moi, le mot environnement est encore pire, puisqu'évidemment, il a un côté chosifiant encore plus important. Mais même le mot de nature est déjà une façon d'opérer une scission. Et c'est passionnant. Et donc, quand on discutait avec lui, donc c'était parce que les 2 héros du film sont des ados de 16 ans. Et donc, c'était trop drôle parce qu'au bout d'un moment, il disait bon, mais merde, alors qu'est-ce qu'on dit, quoi ? Parce que depuis tout à l'heure, on essaye, alors on ne peut pas dire nature, alors nature, on met des guillemets, etc. Et il dit mais je ne sais pas. Parce que notre culture est tellement imprégnée de ça que lui, il a tendance à parler du monde, donc on peut parler du monde du vivant, enfin, on ne sait même pas comment le dire. Mais il nous disait, c'est très récent. C'est-à-dire que les êtres humains, depuis qu'ils existent, ont vécu dans cette non-distinction avec le reste du monde du vivant dans lequel ils sont enchâssés de façon permanente. Et cette distinction qui s'opère aussi par le langage, et c'est pour ça que le langage est important, c'est pour ça que les récits sont importants, c'est pour ça que le droit est important, c'est pour ça qu'effectivement, quand tu disais, Younous, avoir une Cour européenne des droits de l'homme et de la nature, donc je ne sais pas s'il faudra demander à Descola comment on peut l'appeler, mais est important parce que symboliquement, ça inscrit quelque chose.
et que comme nous sommes des êtres de langage, le fait de transformer les concepts avec lesquels nous communiquons les uns avec les autres est aussi une façon de transformer notre relation au monde. Et une autre petite anecdote hyper rapide, peut-être que vous avez entendu parler d'une militante américaine qui s'appelle Julia Butterfly Hill, qui est une femme qui a vécu 738 jours, je crois, en haut d'un séquoia géant pour empêcher qu'il soit coupé. Lisez L'Arbre Monde de Richard Powers. Elle m'a coupé la chic. Qui n'est pas l'histoire de Julia, mais qui raconte aussi l'histoire de militants, en fait, d'êtres humains qui se retrouvent embarqués dans des histoires où ils vont finir par protéger des arbres et vivre en haut d'arbres pour certains d'entre eux, effectivement. Et Julia Butterfly Hill a écrit un bouquin qui s'appelle Luna, elle avait appelé son arbre Luna, bon bref. Et justement, dans ce truc du langage, alors ça marche qu'en anglais, donc si vous ne comprenez pas l'anglais, j'essaierai de traduire, mais la première fois que je l'ai vue parler, c'était dans une vidéo où elle parlait des déchets, et elle disait « When you throw something away, where is away? There is no such thing. » Donc ça marche bien en anglais, en français ça ne marche pas, mais quand on jette quelque chose, et en anglais on dit quand on le jette au loin, quand on le jette ailleurs, où est ailleurs, où est au loin, ça n'existe pas. Et là aussi, c'est une façon dont c'est pour ça que, moi je suis poète aussi, etc., et dont le langage peut nous aider à se réapproprier une autre perception du monde, de réinterroger tout ça, c'est passionnant, c'est poétique, c'est beau, et on aime bien ça, nous les humains, jouer avec les mots et les concepts. Donc c'est aussi une façon de... Donc la nature, une personne morale, c'est pas très poétique alors, du coup, Thierry. Ça dépend comment on en parle. Enfin, moi, je craignais vraiment de me faire chier dans cette table ronde. Alors, je me suis dit, on va parler du droit et tout. Et j'ai trouvé ça génial, passionnant. Non, mais je trouve ça passionnant de vous entendre parler du droit parce que c'est empreint de sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une entente, c'est pour ça que la question de la Constitution passionne les gens de la Convention citoyenne. C'est que c'est un texte qui délimite les droits et les devoirs de chacun d'entre nous dans un espace et un temps commun. Et donc si on s'intéresse aux droits de cette façon-là, en se disant comment est-ce qu'on traduit la façon dont on a envie de vivre ensemble et de délimiter les obligations, les devoirs, les droits de chacun d'entre nous, ça devient passionnant. Tout comme les maths, qui peuvent paraître super chiants, et pourtant non. Yann ? Oui, non, juste parce que moi j'ai une question en fait, et c'est peut-être un appel, mais j'ai l'impression qu'il nous manque un concept, justement en rebondissant sur les concepts. Dans les relations entre humains, on a le concept de fraternité qui nous unit, d'amour, de solidarité. On le traduit juridiquement, vous savez qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui a dit que le principe de fraternité, on a quand même dans notre devise, que le principe de fraternité était un principe juridique. Donc on a ce concept de fraternité. Comment on peut appeler les relations entre l'humanité, les humains, et le reste, et la nature, si on veut, le reste. Quel est le mot qu'on pourrait trouver pour désigner ce rapport ? Ça existe, Delphine ? Oui. En français ? Ça existe, oui, c'est les communs, en fait. C'est pas la relation, mais en fait, moi, je crois que la vraie question, c'est vraiment de reconnaître la nature comme sujet et donc non plus comme objet. Donc pour en finir avec, par exemple, on va prendre un exemple concret, déclaration du préfet de Seine-Maritime après l'incendie de Lubrizol. Il est interrogé sur les conséquences des retombées de suie pour les animaux et pour la végétation, et il répond « la pluie fera le nécessaire ». Alors que dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Bon. Si on reprend l'exemple des arbres, pour les arbres, aujourd'hui, dans le Code civil, ils sont un objet qui appartient au propriétaire du terrain et vous avez le droit de zigouiller l'arbre du voisin qui envoie des branches ou des racines dans votre propriété. En revanche, dans le Code civil, on a une disposition qui est intéressante pour travailler, qui est celle de res publica, c'est-à-dire il existe des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Mais on reste quand même dans une vision qui est anthropocentrée.
qui reste par rapport au bénéfice ou à l'interdépendance en fait des humains vis-à-vis de la nature. Or, je pense que là où on en est aujourd'hui, on est quand même dans l'idée de reconnaître la valeur intrinsèque en fait. Voilà, donc il faut avancer avec tout ça. En tout cas, ces débats. Je voudrais juste insister sur cette dernière idée par rapport à ce que Cyril a dit tout à l'heure. Ces débats, pour moi, ils tournent la page d'une fausse piste qui était celle de la reconnaissance de la valeur écosystémique des écosystèmes, de tout ce qui était en fait une logique de marchandisation de la nature, qui aboutissait même dans la loi sur la biodiversité. Il y avait un amendement qui voulait créer des réserves d'actifs naturels, vous voyez, donc on aurait eu le droit de détruire de la nature et on aurait payé pour des soi-disant compensations, avec cette idée fausse, vraie dans certains cas, parce qu'il y a des capacités de régénération de la nature, mais qui est quand même globalement fausse, que en fait, on serait comme à la banque, il y a une dette et on peut rembourser, etc. Non, quand il y a la destruction de 80 000 mètres carrés par des incendies en Australie et des milliards d'animaux qui sont zigouillés, c'est irréversible en fait, en tout cas pour un certain nombre de siècles. Ou quand une espèce disparaît, c'est irréversible. Voilà, donc à mes yeux, la discussion qu'on a là, elle tourne la page de ce qui était quand même dans les tuyaux, plus ou moins, de la réflexion des politiques publiques sur comment on fait pour protéger la nature, qui était de lui donner une valeur marchande. Eh ben non. Cyril, et puis après on prendra quelques questions. Ouais, juste sur ce que tu disais, en fait, ce qui me paraît, parce qu'effectivement dans Fraternité, il y a une dimension d'affectif aussi, de respect, etc. Je trouve que le truc qui se rapproche le plus pour l'instant, c'était un peu le bouquin de Rifkin de la civilisation de l'empathie, quoi. C'est-à-dire qu'il disait, si on est capable d'étendre notre capacité d'empathie, qui aujourd'hui est en général un peu confinée à nos proches, à notre famille, alors si on parle des animaux, notre chat, notre chien, notre cheval, à plus vaste, c'est-à-dire à un humain qu'on ne connaît pas, qui est au bout du monde, qui est pris dans les conséquences du changement climatique, à un séquoia géant extraordinairement beau qu'on va couper, à un éléphant, une baleine, ben là peut-être que ça marche. Alors il y a une première question tout au bout de la table. Oui, merci. Alors c'est une question modeste. Moi je ne suis pas du tout juriste, mais je me pose une question sur la question de la personne morale de la nature et sur le fait qu'il y ait plein d'endroits où il n'y ait pas besoin de ça. On parlait des peuples dans d'autres endroits. Est-ce que le fait de définir et de donner une personne morale à la nature, c'est pas aussi ouvrir une porte à un danger très important? C'est parce que dans la logique de tout le monde ici, c'est pour la défendre. Okay, et on est tous d'accord à peu près, je pense aux gens qui viennent au Parlement des entrepreneurs d'avenir, on est à peu près tous d'accord. Est-ce que c'est pas ouvrir la porte aussi à ce qu'elle soit attaquée dans le sens où et ben demain, il y a peut-être des gens mal intentionnés qui peuvent, bon, on va dire, l'idée là, c'est de dire la nature elle va être défendue par des tribunaux ou par des instances ou par ça. Bon, ça veut dire que dans ces mêmes tribunaux, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient attaquer la nature pour, j'en sais rien, les catastrophes climatiques. C'est ce que disait Yann Aguilera. C'est ça, elle a des droits et des obligations. C'est une personne morale. Coup, c'est quoi la légitime défense de la nature? Parce que, enfin, je dis ça ouvre des portes peut-être compliquées. Enfin voilà, ça ouvre des portes qui peuvent être sur des terrains glissants quand on voit les. Oui. Votre temps de parole est écoulé. Non, quand on voyait les moyens. Non, mais si je peux me permettre, je vais faire une réponse très générale. Lorsqu'il s'agit de conférer des droits nouveaux, on entend toujours ce genre d'argument. Ah, vous allez conférer des droits nouveaux, mais attention, ça va introduire. Non, les droits nouveaux, c'est important. Mais c'est vrai que conférer des droits nouveaux à ce qu'on appelle la nature, donc avec des guillemets, ou aux animaux, ça ouvre la porte à une série de questions. Mais la question que nous posons, c'est est-ce que c'est le moment aujourd'hui d'accomplir un grand pas civilisationnel et d'avoir une nouvelle conception de l'humanisme. On parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui, il y avait une question qui a été posée et je me disais que la réponse, en fait, elle porte sur notre conception de l'intérêt général. Et l'intérêt général, je suis député. Lorsque je vote, j'appuie sur le bouton. Jusqu'à maintenant, on disait c'est quoi l'intérêt général? L'intérêt général des travailleurs, ceci, cela, l'humanité.
Mais c'est en train de changer. Parce que l'intérêt général, c'est appréhender l'humanité dans un grand tout. Et en fait, c'est une espèce de grand tout du vivant qui doit nourrir cette nouvelle conception de l'intérêt général. Donc, c'est des changements qui sont civilisationnels, c'est très profond. Pardon, excusez-moi. Lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Lorsqu'on a donné des droits aux travailleurs, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Bon, lorsque les enfants ont cessé de travailler, on disait c'est dangereux et tout. Les gays, enfin tout, à chaque fois. Donc c'est pareil. Voilà. D'autres questions ? Monsieur. Donc on parle de donner la personnalité morale à la nature. Moi, ça me fait également penser à la personnalité morale des entreprises. Typiquement, une des caractéristiques liées à la personnalité morale, c'est souvent la limitation de responsabilité. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à ce principe-là qui permet à des entreprises d'attaquer la nature tout en protégeant ceux qui sont derrière ? On pense à Lubrizol, où c'est une entreprise qui appartient à un milliardaire américain qui ne sera jamais inquiété. Peut-être, je ne sais pas si j'ai tout à fait compris votre question, mais c'est exactement la même fiction finalement que de reconnaître qu'une structure humaine comme une entreprise peut avoir des droits. Aujourd'hui, on reconnaît même qu'une entreprise, elle peut avoir des secrets. On reconnaît qu'elle peut avoir une image à défendre. Et en fait, on a créé des systèmes juridiques dans lesquels des fictions absolues sont béton et peuvent justement attaquer la nature qui, elle, pour le coup, n'est pas du tout une fiction. Et donc, forcément, on est obligé, puisqu'on a décidé qu'on travaillait avec le droit, armer la nature des mêmes droits, finalement, que les adversaires. Et je ne sais pas si ça répondra peut-être à la question qui a été posée avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la nature, elle est attaquée. Le problème, ce n'est pas qu'elle va se retrouver attaquée, c'est qu'elle est attaquée. Mais elle n'a rien pour se défendre. Il s'agit de la doter, en fait, des outils de se défendre à travers nous, bien évidemment, parce qu'encore une fois, c'est une fiction juridique. Reconnaître des droits à la nature si on n'est pas des gardiens, si on ne se sent pas responsable pour ce qui se passe. Et c'est là, c'est un appel à chacun d'entre vous. C'est-à-dire qu'il s'agit de devenir gardien avant tout de ces droits de la nature, dans tous nos actes du quotidien et dans notre relation aussi en société. Mais si demain, justement, on peut mettre dans la balance devant un juge les intérêts de la nature et les intérêts des entreprises, dans ce cas-là, il faut rééquilibrer. C'est vraiment une question d'équilibre. Les limites planétaires sont une question d'équilibre. Le droit est une question d'équilibre. Aujourd'hui, dans la jurisprudence, par exemple, on a des jurisprudences très intéressantes, justement parce qu'on parlait d'intérêt général. L'intérêt des espèces protégées prévaut aujourd'hui sur l'intérêt des entreprises. Dans certaines situations, on a eu, par exemple, une jurisprudence géniale sur les carrières de mines, encore une fois, donc, où une entreprise minière a dit non mais bon ok, il y a des espèces protégées, mais dans ce coin-là, il faut créer de l'emploi, c'est la misère, il faut créer de l'activité économique. Et le juge a dit non, mais là, il y a une espèce protégée. Dans l'échelle de valeur, aujourd'hui, notre priorité doit devenir de protéger ces espèces. Sinon, ça n'a pas de sens. On se retrouve aujourd'hui dans des systèmes où on crée des longues listes d'espèces protégées. Et dès qu'il y a un projet économique, on dit « Ah bah, monsieur le préfet, est-ce que vous pouvez nous donner une dérogation ?» Et le préfet l'accorde. C'est plus tolérable. Cette situation n'est plus tolérable. Et donc, il s'agit d'équilibrer la situation pour que, enfin, les droits de la nature prévalent finalement sur les droits des entreprises, notamment. Alors, il y avait une question à gauche. Oui. Alors, on va vous amener le micro, regardez. Allô ? En fait, j'avais entendu dire que... Alors, parlez bien ensuite devant, avec le micro devant votre bouche. Qu'en fait, c'était difficile justement de faire passer cette loi parce qu'il allait à l'encontre du système économique actuel. Et ma question, c'était du coup de savoir comment on va réussir à la faire passer. On va faire la révolution. Delphine ? Non, mais je veux dire, c'est pas plus dur que d'interdire le travail des enfants, de créer un salaire minimum, d'instaurer un système de retraite, une sécurité sociale. C'est-à-dire que chaque fois que dans l'histoire, si vous voulez, on a régulé l'activité économique.
On ne l'a pas interdite, on n'est pas passé à une économie administrée. Moi, je dis vive les entreprises des entrepreneurs d'avenir. Mais il y a des règles, voilà, qui sont des règles communes que nous nous fixons. Et juste pour Lubrizol, qu'il n'y ait pas de malentendu, le droit actuel permet parfaitement de demander ses responsabilités à l'entreprise Lubrizol, ainsi que les responsabilités de l'État. Et c'est pas... si vous voulez, parce qu'il y aurait un trou dans la législation, que la dernière fois qu'il y avait eu un problème dans cette entreprise, elle a été juste condamnée à 4 000 € d'amende. Il y a un vrai problème aujourd'hui, par ailleurs sur le plan pénal, d'application du droit de l'environnement et des règles existantes. Oui, là encore, c'est une question de fiction collective. C'est-à-dire que le modèle économique actuel a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de déterminer si... on va dans le bon sens ou dans le mauvais. Je vous encourage à lire, parce que je n'aurai pas le temps de développer cette idée-là beaucoup, un ouvrage qui s'appelle « Sortir de la croissance » d'Éloi Laurent, passionnant, où il propose notamment de changer les indicateurs. Donc, par exemple, au lieu de se dire que l'indicateur, c'est le PIB ou c'est les points de croissance, de se dire, et si les indicateurs économiques qu'on utilisait, c'était la santé des enfants ? On se dit, ce qui nous donne la preuve que la politique économique qu'on va mener est vraiment une politique progressiste qui va dans le sens du bien-être et de l'intérêt général, c'est un indicateur qui est est-ce que les enfants sont globalement en bonne santé dans le territoire dans lequel cette politique s'applique. Vous imaginez comme ça changerait les décisions des entreprises ? Là, par exemple, pour Lubrizol, ce serait quand même assez différent. Et ça permettrait de résoudre un malentendu qui est de dire plus il y a de croissance, et mieux on va. Et plus la santé globale d'un pays, et plus la qualité de raffinement d'une civilisation est grande. Parce qu'il y a des cas où ça peut se confirmer, mais il y a des cas où ça s'infirme. Aujourd'hui, la croissance va, par exemple, relativement bien aux États-Unis, et pourtant l'espérance de vie baisse. Bon, alors, que fait-on de ça ? Et ça, encore, c'est une fiction. C'est-à-dire, c'est une entente collective. Une fiction, un récit, c'est la capacité qu'on a collectivement de se raconter la même histoire, et donc plus il y a de personnes qui adhèrent à la même histoire, au même récit, à la même fiction, plus on est nombreux à adhérer aux mêmes valeurs, aux mêmes normes, aux mêmes lois. Donc c'est pour ça que pour moi le combat culturel et le combat autour du récit commun est fondamental, et pour moi précède, même s'il peut être contingent, et s'il y a l'histoire de la poule et l'œuf, à des transformations structurelles. Alors, il est 18h pile. J'aurais presque aimé conclure avec ce que vous venez de dire, Cyril. Est-ce qu'on peut se permettre encore quelques minutes, ou est-ce que... Oui. Alors, Roland, allez, vous êtes lancé. Je rebondis tout à fait là-dessus. Ouais, sous d'autres horizons, je suis élu au Conseil régional de Bretagne. Donc ces parties-là territoriales m'intéressent vraiment. Et concrètement, par exemple, sur le foncier, la Bretagne est une terre agricole, la Bretagne est une terre touristique, la Bretagne est une terre qui va recevoir de plus en plus de monde parce que, coup de bol, climatiquement, on va être moins atteint que d'autres. Si on poursuit au rythme d'aujourd'hui, dans 200 ans, il n'y a plus 1 mètre carré pour cultiver. Donc il n'y a plus rien pour manger. Et là, enfin, je le vois au fur et à mesure des débats et de la façon dont ça fonctionne, parce que je découvre ces institutions. C'est grâce à des lois, certainement, mais surtout par la montée des prises de conscience, puisque la région ne peut pas bloquer des intercommunalités et des communautés. Donc c'est un discours, c'est du dialogue, c'est du lobbying dans le bon sens du terme pour faire comprendre qu'il va falloir qu'on habite autrement et qu'on laisse de la terre à nos enfants et aux animaux et aux végétaux pour que tout le monde vive ensemble, Alors je prends une... Ouais, j'ai encore deux questions courtes, d'accord ? Et puis... il y a Madame aussi. Deux points évoqués par Delphine Beteau. Le premier, c'était sur les services écosystémiques. Je suis tout à fait d'accord avec vous que cette logique, c'est basé sur la marchandisation, puisqu'on parle du marché. Et il y a un danger, c'est qu'on arrive à approuver en France un système comptable qui est basé sur le concept de natural capital naturel,
et du capital humain ou capital social. Alors, dans les deux cas, c'est un non-sens et il faut le stopper. Il faut le stopper. C'est important parce que ça a été approuvé par les syndicats au niveau du Conseil économique et social. Et donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'étais intéressé par votre opinion suivant laquelle cette domination par rapport à la nature remonte au patriarcat. Et je pense que ça mérite d'être approfondi. Mais il faudrait, dans ce cas-là, étudier quelles sont les situations dans les sociétés qui ne sont pas entièrement patriarcales, où il y a un système très, très mixte, avec à la base une société matriarcale, avec après d'autres. Mais ça mérite d'être approfondi. Ça mérite d'être approfondi, oui. On va passer à une dernière question et puis après on va conclure. Et c'est moi qui ai le micro derrière. Bonjour à tous, merci. Je fais hyper court. Je crois qu'on est des gardiens de la nature. Il y en a plein puisqu'on a attaqué il me semble qu'on a attaqué l'État français quand même globalement en justice. On n'en a pas parlé aujourd'hui et je trouve qu'on a parlé beaucoup de tout ce qui est autour. Les gardiens de la nature, il y en a plein. Tous les jeunes, ils sont gardiens de la nature. Je pense que la prise de conscience et le récit, il est déjà écrit. Et du coup, c'est juste, on dit qu'on ne peut pas faire du droit parce qu'il faut des gardiens de la nature. Ils sont là. Et du coup, voilà, c'était pour conclure. Très bien. Merci. Allez, une dernière question et puis après, on libère la salle. C'était mademoiselle. Bonjour. Qui attendait tout à l'heure. Juste un mot pour rebondir sur ce que vous disiez, Cyril. À la fois le récit et les indicateurs, on a un outil qui est un peu tout cuit, qui est les ODD de l'ONU, les objectifs de développement durable. Ça peut être à la fois un récit qui existe et des indicateurs, et c'est global, donc ça pourrait être une idée à creuser. Juste une question, parce que vous avez beaucoup parlé du rôle que pourraient avoir les associations. Effectivement, ça ne sert à rien d'avoir des lois si derrière on ne peut pas les faire respecter, et donc possibilité d'attaquer au nom de la nature. Et on entend souvent et on entend de plus en plus, moi je suis très engagée dans des assos et notamment j'en ai co-créé une, et on remplit des trous dans la raquette, et je trouve qu'on remplit trop de trous. Et là, en l'occurrence, se dire que ça serait les associations, les ONG, les premières sur le front à attaquer pour défendre les intérêts de la nature, je pense qu'il y a un moment où aussi les assos, c'est aussi une ressource limitée, aux limites. Voilà, il y a des limites aussi à ce système-là. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt tenir le discours de faire prendre les collectivités, par exemple, ou certaines institutions, ce rôle-là, de monter au créneau juridiquement? Parce que j'ai peur qu'en continuant de toujours plus parler de l'ESS et des assos, on finisse par plus pouvoir aider. Non. Non, mais exactement. Peut-être que Delphine, mais il y a différentes solutions pour représenter en justice la nature. Il y a les associations. On a une liste d'ailleurs qui est donnée dans le Code civil maintenant à propos du préjudice écologique. Il y a en l'état du droit déjà pas mal de choses. L'Agence de la biodiversité, les collectivités territoriales peuvent tout à fait représenter la nature. Mais peut-être, et c'est une réflexion, on pourrait imaginer aller plus loin avec une institution spécialement dédiée à ce genre de choses. Aux États-Unis, par exemple, l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, joue un peu ce rôle et poursuit en justice des entreprises. Au Brésil, le parquet a un rôle. On pourrait imaginer un procureur environnemental. Enfin, on peut concevoir des outils spécialement dédiés à ça. J'en profite pour dire un mot d'une chose qu'on n'a pas encore vraiment dite, c'est que c'est bien tout ça de le faire en France. Simplement, ce n'est pas en France tout seul qu'on va régler le problème. Et donc, c'est la dimension internationale, la dimension mondiale de l'action dans ce domaine. Et je voulais juste dire, je n'ai pas le temps d'en parler, j'ai pas eu le temps, mais on a un projet de pacte mondial pour l'environnement qui consacre des droits et des devoirs des citoyens et des gouvernements. Ça a été une belle aventure parce qu'on a lancé l'idée en France. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui en discute. Mais on a besoin de vous, parce que quand je dis de vous, c'est vraiment tous, parce qu'en ce moment, les États freinent des quatre fers entre les États-Unis de Trump, le Brésil de Bolsonaro, etc. Et donc, allez juste jeter un œil sur le site www.globalpactenvironment.org et vous verrez, c'est un beau projet. Merci Yann. Merci à tous. Donc cette table ronde est terminée. Alors je ne sais pas si on a répondu à la question la nature, une personne morale.
En tout cas, le droit, ça pourrait être un outil pour nous permettre de la sauvegarder. Mais avant tout, il faut penser à la respecter et à en être les gardiens. Et on se donne tous rendez-vous le 11 février à 12h pour les 270 ans de la mort de Descartes.